Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié à la reprise d'entreprise. Je suis Romain et j'accompagne des repreneurs tout au long de l'année avec l'Institut régional des chefs d'entreprise, l'IRCE. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir pendant ce webinaire avec Fabienne ici présente. Fabienne, je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi je suis Fabienne Aura, je suis présidente d'Auralia Finance, qui est un réseau de conseils en M&A. Je travaille avec l'IRCE depuis des années avec beaucoup de plaisir. Et je suis également administratrice de la Chambre nationale des conseils financiers, la CNCEF France M&A. Merci Fabienne. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui se sont inscrites, et on est ravis que vous soyez aussi nombreux, plus de 680 personnes, on va aborder le sujet qu'on a appelé le nouvel Eldorado de l'entrepreneur. Parce que je pense que vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, voire depuis la fin de l'année dernière, on sent qu'il y a une certaine hype de la reprise d'entreprise comme un mode d'entrepreneuriat qui a vraiment le vent en poupe. Mais il y a aussi beaucoup de promesses, pas toujours tenues, de faux semblants et parfois des informations qui peuvent être douteuses. Donc on est là aussi et avant tout pour essayer de démêler le vrai du faux, démystifier aussi la reprise et puis surtout, je dirais, faire appel à l'expertise de Fabienne sur comment comprendre la reprise d'entreprise, ce que ça implique et puis, bien entendu, comment se doter, bien se préparer pour se donner toutes les chances de succès dans un projet de reprise d'entreprise. On est là pour 1 heure, à peu près. On va avoir, j'imagine vous aussi, plein de questions à vous poser par la suite. On traitera ces questions à la fin. Tout d'abord, on va voir le déroulé. Donc, je vous montre juste qui on est, Rome, et Fabienne ici présente. Et puis, on va vous parler aussi, parce que souvent, c'est vrai que sur Webikeo, vous avez l'habitude de pouvoir obtenir et le replay qui sera disponible à la fin de cette présentation aujourd'hui, mais également le support. Le support sera disponible, plus, comme vous le voyez, une surprise en scannant ce QR code. Ce QR code va vous donner accès en fait à toute une page avec plein de liens et notamment un formulaire à remplir. Pourquoi on fait de cette manière-là? Parce que le support est assez complet, vous allez le voir. Vous avez beaucoup d'informations, on va dire, dignes d'un parcours de formation, en tout cas d'une journée de formation, d'un atelier. Et on pense que ça a quand même de la valeur pour vous. Si vous souhaitez reprendre, ça va vous aider. Et puis la surprise, on en parlera à la fin du webinaire. Mais voilà, je vous recommande vivement de scanner ce QR code. Vous verrez, il y a également des liens pour accéder à d'autres événements, notamment un que Fabienne anime le 7 octobre, un nouveau webinaire sur la reprise et la confidentialité. On avance un tout petit peu. Voilà, ce qu'on voulait faire pour aborder ce sujet, ce que j'ai proposé à Fabienne de faire avec moi pendant cette heure, c'est tout d'abord de débunker, parce que c'est un nouveau terme qui est rentré dans le petit Robert dans la future édition 2026, donc débunker un petit peu tous ces mythes autour de la reprise, toutes ces belles promesses qu'on vous fait sur Internet, toujours moyennant plus ou moins finance, mais en tout cas des choses qui nous semblent pour nous en tout cas pas forcément réalistes. Par la suite, on va un petit peu donc déconstruire ces idées reçues, travailler sur ce qu'implique vraiment un projet de reprise, et puis enfin, travailler sur quelles sont les clés de la réussite du repreneur. Et bien sûr, comme vous le voyez à la fin, on parlera justement, on répondra à vos questions. Fabienne, principalement, vous apportera son expertise et sa vision du M&A qu'elle partage déjà depuis une quinzaine d'années. 18 ans, déjà. Parfait. Alors, le debunk quiz, oui, c'est un néologisme, oui, ça n'existe pas. Pour moi, c'était le but, comme je vous le marque, démystifier les bullshit que l'on rencontre sur la reprise d'entreprise, discerner le vrai du faux. Je vous invite du coup à répondre aux questions qui vont apparaître sur le sondage présent. Et tout d'abord, on va ouvrir les votes sur cette question. Je pense que si vous allez sur les sondages, sur la petite bannière sur le côté droit de votre écran, vous allez avoir en fait une question sur laquelle il va falloir répondre.
Et normalement, vous devez avoir cette question suivante. Quelle image est fausse dans toutes ces screenshots que j'aurais pu faire sur Internet? Petit contexte, ce sont des screenshots de vrais sites Internet, sauf un, bien sûr, qui est une pure invention, mais tous les autres sont vrais et ont été trouvés sur Internet par des gens qui proposent, parfois un peu avec imagination, des offres d'accompagnement sur la reprise d'entreprise. Alors, on va voir si tout le monde a pu répondre à ces questions. Je vous laisse encore 30 secondes pour prendre en main l'outil. Okay. Est-ce qu'il y a des difficultés pour le moment à répondre au sondage? Est-ce que tout va bien? N'hésitez pas à le citer dans, pareil, le chat des participants. Ah, il y a quand même déjà... Ah oui, je vois qu'il y a quand même des votes qui sont ressortis très clairement. Mais il y a certains qui doutent, qui se disent non, c'est pas possible qu'on ait pu dire racheter des entreprises qui vous rapportent de l'argent dès le premier jour. C'est pas fou. Allez, on va fermer le vote pour avancer. Sur 5 quand même, hein, petite chance. Ouais. Allez, je ferme les votes. On va répondre, bien sûr, à la question en direct. Tu peux afficher les résultats ou pas? Alors, je crois que oui, on va partager les résultats. Voilà, donc vous y découvrirez les 3 secrets, donc qui étaient l'un des screenshots que j'ai fait sur Internet, d'un vrai site qui propose donc d'acheter sans les banques, avec une acquisition ultra rapide. Et je vous partage même pas le 3e secret, il est tellement incroyable que je voulais pas vous le dévoiler trop vite. Mais je vous laisserai découvrir lorsque vous irez sur Internet. Là, effectivement, on a eu quelques personnes qui nous ont dit c'est peut-être celle-là qui me semble un peu hasardeuse. Nous avons créé le meilleur programme de reprise d'entreprise en France. Ah, je croyais que c'était celui de l'IRCE. Dommage. C'est celui de l'IRCE, tant mieux. Devenez propriétaire d'une entreprise rentable en moins de 6 mois. Ça aussi, c'est absolument fabuleux. Racheter des entreprises qui vous rapportent de l'argent dès le premier jour. Je trouve ça assez incroyable, mais non, effectivement, celle qui était vraiment la plus incroyable, mais fausse, bien entendu, c'est j'ai perdu 10 kilos avec la reprise d'entreprise, voici ma méthode. Alors, disons que tu ne l'as pas trouvé sur Internet, mais effectivement, on peut avoir quand même un grand coup de stress quand on reprend et perdre du poids. Il faut quand même le savoir. C'est pas faux. Mais effectivement, les 4 autres screenshots sont des vrais screenshots, donc des captures d'écran de sites Internet que j'ai pu trouver et qui me semblent effarants et bien loin de la réalité. La raison de ce, on va dire, debunk quiz, pour moi, c'était avant tout de vous faire prendre conscience. Alors, on va attaquer la 2e question, mais c'était surtout de vous faire prendre conscience de la réalité. Allez, on attaque la 2e question. On va les réponses après, alors. On aura sur la première question? Ouais, pour répondre oui. Savoir est-ce qu'effectivement... On va avoir les autres questions. Alors là, c'est plutôt, j'ai inversé les questions, mais on va les reprendre. Je vais ouvrir le vote sur la 2e question et on va voir un petit peu la 2e question qui consiste donc à valider une vérité. Actuellement, on entend beaucoup parler, il y a 700 000 entreprises à vendre d'ici 10 ans, ça va être facile d'en trouver des biens. Bah oui, effectivement, 700 000 entreprises, c'est énorme. Imaginez, vous êtes dans un magasin et vous vous retrouvez avec 700 000 produits différents, forcément, vous allez trouver le vôtre. Amazon de la reprise? C'est à peu près ça. Le Amazon, le AliExpress, je dirais même, the next level de la reprise. Voilà. Et là, on commence déjà avec ça. Mais carrément, il y en a qui disent, mais oui, 700 000 entreprises, bien évidemment qu'on va pouvoir trouver des cibles. Moi, ce qui m'interpellait vraiment dans ce chiffre, en fait, c'était la valeur. 700 000 entreprises à reprendre. Je vais fermer les votes et puis je vais vous les afficher. Les votes ont été partagés. Super. Fabienne, pour toi, 700 000 entreprises à reprendre, quelle est la vérité, en fait? Alors, dans les 700 000 dont parlent les pouvoirs publics, en fait, on parle de sociétés dont les dirigeants ont plus de 55 ans. Et là-dedans, on a
90, je crois, même 95% des sociétés qui ont moins de 3 salariés. Donc, c'est de toutes petites sociétés. Ce sont des commerces, ce sont des solo-entrepreneurs, etc. Entreprises individuelles. Entreprises individuelles. Donc, ça va être difficile de transmettre ou alors il faut passer par d'autres systèmes de tutorat, par exemple, que moi, j'aimerais bien que l'État puisse promouvoir, par exemple, ce type de compagnonnage, en Exactement. fait, du dirigeant qui est finalement l'homme clé en soi. C'est ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas autant d'entreprises que ça à vendre. En PME, on est plutôt sur entre 4 500 et 6 000 sociétés qui se vendent chaque année. Donc, ça ne fait pas 70 000 entreprises par an. D'accord, très bien. Allez, on passe à la question suivante. La troisième question, c'est la reprise est moins risquée que la création. J'ouvre les votes, c'est à vous. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour à tous. J'en profite pendant que les personnes qui votent puissent agir. Fabienne Horace est juste à côté de moi, experte M&A depuis plus de 18 ans. Romain Taurine, accompagnateur de repreneurs. Et nous sommes là aujourd'hui pour aborder la question de la reprise d'entreprise, de toute cette hype qu'il y a d'à peu près un peu plus ou un peu moins d'un an autour de la reprise d'entreprise, ce nouvel ou renouveau de l'entrepreneuriat qui est mis vraiment en avant sur Internet. Et on est là pour distinguer le vrai du faux. Si vous entrez maintenant, vous êtes sur, je dirais, le sondage, on pose des questions en direct. Vous avez un petit onglet à droite de votre écran pour valider vos questions sur le sondage. On va juste voir, effectivement, là, le sondage était sur la troisième question, qui est la reprise est moins risquée que la création, oui, non. Allez, je ferme les votes et effectivement, il y a 30% quand même des votants qui ont déclaré, oui, c'est clair, ça me semble moins risqué et certainement à juste titre et on est là pour le voir. 70% quand même disent, j'ai un doute. À ton avis, Fabienne? Alors, l'INSEE a fait une étude là-dessus et à 5 ans, il y a 59% des entreprises qui ont été reprises qui sont encore en vie contre 49% pour les entreprises créées à 5 ans. Tu peux redonner les chiffres donc? 59% sont encore en vie au bout de 5 ans. Les entreprises reprises. 49% pour les entreprises cédées. Créées, pardon. Créées. Donc, en tout cas, la reprise, selon toi, semble un peu moins risquée parce qu'en fait aussi la reprise, normalement, il faut trouver un financement. Et donc, les banques servent aussi de juge de paix en octroyant des financements. Quelque part, elles valident ou pas la qualité du projet. D'accord, très bien. Parfait. Allez, on passe à la question suivante. Pas besoin d'apport financier si le projet est bon. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. J'ouvre les votes. Là, la réponse, elle est très simple et elle est vite répondue. J'ai un peu spoilé, du coup, avec la question d'avant. Mais bon. Ça fait partie du jeu, mais effectivement, en tout cas, on va voir. Ah, là, par contre, les votes sont beaucoup plus, on va dire, clairs. Il y a pour l'instant, nous avons plus de 80% des votants. Et je vous laisse continuer. N'hésitez pas à prendre l'onglet de droite et de voter à la question qui est ouverte. Pas besoin d'apport financier si le projet est bon. Alors après, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par le projet est bon. Je laisse encore 5 secondes. Il y a encore quelques votants. Allez-y, allez-y. Ça se bagarre. Allez, je ferme les votes. On arrive quand même à un score de 18% des participants, des votants, qui disent pas besoin d'apport. Oui, c'est clair. Mais il y en a quand même une majorité, la grande majorité, 82% qui disent non, attention, la reprise d'entreprise nécessite toujours un apport financier. Si le projet est bon, malgré tout. Alors, il y a l'histoire du projet, mais aussi l'histoire de qui est le repreneur. Si vous êtes une société et que vous êtes en croissance externe, votre projet, il peut y avoir des synergies qui font que vous allez faire de telles économies en rachetant un fournisseur, un client, un prestataire, etc. Que oui, la banque peut accepter de vous financer,
le projet dans sa totalité sans que vous ayez besoin de mettre d'apport. Néanmoins, il faudra quand même financer tous les coûts annexes, donc les droits d'enregistrement, les frais d'audit, d'accompagnement divers et variés. Et ça, il faut quand même un budget pour pouvoir le faire. Un minimum de budget. Et moi, j'aime bien cette phrase que tu me dis souvent quand on finance un projet de reprise. Donc, on va aller voir une banque, on va demander de nous financer. Tu m'avais dit, mais c'est quand même difficile d'aller voir un financeur, quel qu'il soit, et de lui dire, financez mon projet, mais moi, j'ai pas d'argent à mettre. Ouais, je mets pas, en fait, il n'y a pas de partage de risque. Donc, le partage du risque. La banque, elle veut aussi que vous mouillez la chemise. Alors, ok, vous allez peut-être prendre des risques derrière parce que vous allez devoir gérer une entreprise, il va y avoir des investissements, vous allez peut-être perdre des clients, etc. Enfin, donc, mais eux, ils veulent également que vous mettiez une participation dans le projet pour montrer votre implication. Donc, il y a aussi un aspect psychologique pour voir si vous êtes vraiment impliqué, si vous prenez des risques personnels. Non, mais c'est normal. S'impliquer dans le projet. Ça, c'est un point clé. 5e question, le cédant sera là pour m'accompagner après. Après, bien sûr, la transition. Alors là, je vais vous ouvrir les votes. Effectivement, quand il s'agit d'une reprise d'entreprise, on se dit, le cédant par la suite, ça y est, j'ai ouvert les votes. Le cédant sera toujours là pour m'accompagner, en tout cas sur les points clés, par exemple sur la façon de produire le service ou le produit manufacturé, de pouvoir gérer son équipe, de pouvoir gérer sa relation avec ses fournisseurs, avec ses clients, aussi de travailler éventuellement, si on travaille avec des machines, de voir comment son système de production fonctionne. Alors oui, les réponses, alors j'avais un peu aiguillé les réponses, mais c'était un faux ami. Oui, c'est marqué dans le protocole, d'accord, donc ça veut dire que bon, c'est clair, on va dire que de toute façon, c'est induit, il va le faire. Et puis après, derrière, c'est à condition que j'ai sa confiance, et c'est pas toujours gagné. Allez, je vous laisse encore 5 secondes pour voter. Encore quelques votes, c'est terminé. Et on est effectivement, oui, c'est marqué dans le protocole. Là, on est quand même sur un tiers des votants qui disent attention, moi, le cédant, il s'est engagé. Hein, c'est une réalité, il s'est engagé. Et puis là, il y en a quand même 2 tiers qui disent ouais, c'est pas toujours si vrai que ça. Fabienne, ton point de vue là-dessus? Alors, effectivement, on peut le mettre dans le protocole et puis il peut y avoir aussi des contraintes. C'est-à-dire que s'il ne fait pas l'accompagnement, il peut y avoir quelque part un lien avec la garantie de l'actif passif, en tout cas une indemnité qui pourrait être exigée de la part du repreneur vis-à-vis du cédant s'il ne fait pas le taf, entre guillemets. N'empêche que oui, il peut très bien venir, se mettre dans un bureau, scraper sur LinkedIn ou Instagram et ne vous donner aucune information s'il fait sa mauvaise tête, en fait. Ouais. Donc, en fait, pour ça, il faut vraiment privilégier une relation équilibrée dans la négo. Mais on vous en dira plus tout à l'heure. Mais c'est important, l'accompagnement, effectivement. Exactement. Allez, on va sur la dernière question. Ça, c'est un sujet qu'on m'a dit parce qu'effectivement, ça a vraiment le vent en poupe. Et sur Internet, on le voit très facilement. Reprenez une entreprise à la barre, c'est le bon plan, ça coûte pas cher. Et c'est le bon moment aussi, parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur PGE, c'est ça. Voilà, exactement. Le buzz, effectivement, sur les entreprises à reprendre à la barre. Même, c'est une blague courante, puisque je ne sais pas si vous connaissez cet homme d'affaires français très connu, disparu il n'y a pas si longtemps que ça, Bernard Tapie, qui avait repris beaucoup d'entreprises à la barre, et on se dit, s'il peut le faire, pourquoi pas moi, finalement. Et là, par contre, les votants sont beaucoup plus, je dirais, partisans du pas évident pour l'instant. Il y en a un qui a dit, mais carrément, c'est quand même beaucoup plus simple, et pourquoi pas, ça peut se faire. Il y a des success stories qui sont en cours et qui circulent sur Internet en ce moment. Très bien. Allez, je vais attendre encore un peu de votants. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui savent de quoi il s'agit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, allez directement sur le sondage. Alors, le pourcentage, je vois quelques informations, Fatima. Comme je disais au tout début de
de ce webinaire. On va en parler, on va travailler, oui, on va en parler effectivement, mais toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir le traiter par la suite. Là, hop, il faudra juste parler un tout petit peu plus fort pour ma part, j'imagine que vous entendez bien. Il a une grosse voix, c'est pour ça, mais promis, je vais essayer de parler plus fort. Bon, et voilà, n'hésitez pas à revenir là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler. Je ferme les votes et oui, clairement, l'ensemble des votants a plutôt été sur le pas évident. Et d'autres ont quand même, 4 en tout cas votants ont dit, mais carrément c'est faisable, la reprise à la barre, c'est même le bon plan dès qu'on démarre. Fabienne, ton sentiment sur le sujet et ton expérience aussi? La reprise à la barre, déjà, ça nécessite de bien estimer les coûts cachés en fait d'une entreprise, parce que vous allez reprendre des titres et on peut avoir des dettes qui sont cachées et qui vont alourdir de façon considérable le coût de la reprise. Et puis, il va falloir certainement recapitaliser l'entreprise, donc remettre de l'argent au capital. Au final, ça peut revenir des fois beaucoup plus cher de reprendre une entreprise, on va dire, in bonis. Très bien. Et puis, il faut l'argent disponible quand vous allez à la barre. Ou déjà avoir un préaccord de la banque, parce que sinon, vous devez payer le jour de la reprise, enfin, le jour du constat, en fait. Exactement. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure, en fait, Fabienne, sur un peu toutes ces questions et ces vérités ou ces biais cognitifs qu'on peut avoir sur la reprise et ces mythes? On se fait des fausses idées, donc c'est comme tout, il n'y a rien de facile, c'est complexe. Il faut vraiment être accompagné parce que c'est un process qui doit être mis en place de façon méthodique et puis professionnelle. Hein, on n'y va pas comme ah tiens j'ai une super idée puis je vais demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Donc non, voilà. Donc il faut structurer le process de façon professionnelle pour pouvoir aller jusqu'au bout de son projet. Bon, parfait. Merci. Hop, on va mettre 2-3 informations en favori. Ce sont les questions qu'il y a dans le chat que vous menez et sur lesquelles vous écrivez vos questions. Comme je le disais en début et puis en rappel, en début de ce webinaire, on va traiter à la toute fin de ce webinaire vos questions. On va passer maintenant, je pense, à un sujet qui est important, c'est effectivement l'importance de mesurer avec lucidité ce qu'implique la reprise d'entreprise. Et c'est pourquoi on va aborder plusieurs sujets. Tout d'abord, des questions assez claires sur, on va dire, les points importants à voir dans un projet de reprise. Et le premier, on l'a abordé en toute fin de ces questions, au milieu des questions, c'est l'apport personnel. On parle souvent, Fabienne, de cet apport nécessaire. J'ai beaucoup également des parcours de formation ou d'accompagnement de repreneurs qui promettent sans apport de pouvoir reprendre des entreprises et de gagner de l'argent dès le premier jour. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu de l'ordre de la pensée magique. En quoi consiste vraiment cet apport personnel? Et on a Fatima tout à l'heure qui a parlé effectivement de comprendre quel était le montant, mais qu'en est-il? Aujourd'hui, une entreprise, il faut, en général, c'est à peu près 1 tiers d'apport, 2 tiers de financement. Sur certains dossiers, donc les très belles boîtes, sur lesquelles on va avoir des multiples. Il faudra faire la formation des RCE, mais on travaille pour faire une valorisation souvent sur un multiple de l'EBE ou de l'EBITDA. Les très, très belles boîtes ont des multiples élevés. Donc, elles ne sont pas accessibles avec du financement 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers d'apport et effectivement 2 tiers de financement. Donc, là-dessus, il faut être vigilant parce que sur ces boîtes-là, on peut même des fois être sur du 50-50. Donc, il faudra mettre un peu plus de cash ou faire rentrer des investisseurs au capital. Donc, le cash, il est constitué bien évidemment de vos économies, de vos indemnités. Après, il faut être vigilant aussi sur la love money. Donc, vous pouvez faire un prêt familial, par exemple. Vous pouvez faire rentrer des business angels. Éventuellement, on peut également faire rentrer des fonds d'investissement. Alors, les fonds d'investissement, il faut savoir qu'ils viennent surtout sur des projets
un peu plus gros, hein, ils attendent, ils veulent des entreprises plus structurées. Donc, c'est des sociétés qui vont avoir entre 700 000 et 1 million d'EBITDA. Donc, c'est quand même des grosses boîtes en général. Et puis après, on a effectivement l'effet de levier pour quelqu'un qui est en croissance externe. Il y a des synergies et donc les économies qu'il va faire sont considérées entre guillemets comme pas comme de l'apport, mais en tout cas comme un effet de levier important pour pouvoir acquérir et financer une entreprise. Ouais. Très bien. On parle d'un apport typique pour une PME de 1 à 3 millions d'euros de valo. Alors, PME, c'est TPE et PME, hein, en fonction des classifications que l'on peut trouver sur Internet. On parle de 200 à 500 000 euros d'apport. Mais imaginons, moi, si j'ai pas justement l'ambition de reprendre une entreprise avec une telle valo, j'aimerais avoir, par exemple, un peu de management, de rester dans le management de proximité, donc avec une équipe, rester dans l'opérationnel, mais quand même être dirigeant d'une entreprise pour avoir une vision stratégique. Et j'ai un apport, on va dire, de l'ordre de 60 000, 80 000, mais pas plus. Est-ce que je peux ambitionner de reprendre une entreprise ? Oui, on pourrait, mais à ce moment-là, il faudrait passer sur des montages un peu différents, avec une entrée progressive au capital. Ça se fait plus pour des transmissions vis-à-vis des salariés, ce genre de choses. Après, ce qu'on a mis dans le slide en disant, voilà, 200 à 500 000 euros d'apport pour une boîte qui fait entre 1 et 3 millions d'euros de valo, c'est peut-être même un peu juste, parce que si on dit un tiers d'apport pour une boîte de 3 millions, ça veut dire 1 million d'apport. Donc après, avec un fonds d'investissement, on peut arriver à reprendre des sociétés d'une taille un peu plus élevée qui correspondent vraiment à son profil, hein, parce que reprendre une petite boîte avec 60 000, si la personne est un repreneur qui a fait toujours travailler, par exemple, dans des grands groupes, qui a un gros salaire, etc. Reprendre une petite boîte, ça veut dire aussi moins de rentabilité, moins de capacité pour se payer. Donc, les 60 000 vont être vite grignotés rien qu'avec les frais d'audit et les frais d'avocat. Très bien. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut, on va dire, ajuster. Et c'est pour ça qu'on dit que vraiment une reprise, c'est pas quelque chose de standardisé, mais plutôt du sur-mesure. C'est complexe dans le sens où il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Attention, c'est deux mots différents. C'est surtout complexe, mais on est là justement aussi pour démêler cette complexité, pour faire simple. On aborde maintenant ce qu'implique un projet de reprise, le point 2, qui pour moi était important parce que souvent, on a du mal justement avec toute cette on va dire, mise en valeur de la reprise d'entreprise aujourd'hui. La prise de risque, c'est la posture entrepreneuriale. Il y a également un risque, plusieurs typologies de risques quand on devient entrepreneur. Oui. Et donc, tu en avais identifié 3. Quand on a préparé ce webinaire, tu m'as dit, Romain, il y a vraiment 3 points importants. Et du coup, Fabienne, on parlait du risque. Le risque financier, on en a parlé un petit peu parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il faut s'impliquer financièrement pour pouvoir financer l'entreprise. Donc, il y a cet apport personnel, mais pas que. Très souvent, il faut être aussi garant, donner sa caution. D'accord ? On peut arriver en fonction de la qualité du projet, si vraiment c'est un très, très beau projet, si on est une entreprise en croissance externe, à limiter ces garanties-là, n'empêche que c'est pratiquement systématique. C'est comme si vous repreniez une société et que vous ne demandiez pas de garantie d'actifs et de passifs. Donc, très souvent, la banque va exiger une garantie. Après, ça se négocie. Donc, il y a de l'endettement, l'apport personnel, des nantissements. Alors, si vous êtes en fonds de commerce, la banque va nantir le fonds de commerce. Elle va aussi. Qu'est-ce que tu entends par nantir ? C'est une garantie, c'est une sûreté réelle. C'est-à-dire que la banque, elle pourra, si jamais vous ne remboursez pas votre crédit, appréhender le fonds de commerce, un peu comme une hypothèque sur ta maison. Très bien, c'est très clair. C'est vrai que le terme nantissement, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. En tout cas, moi, en me levant le matin, pas du tout. Mais voilà. Et on peut nantir les titres aussi. C'est-à-dire que si on achète des titres, la banque va demander à prendre une garantie sur ces titres. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas les revendre sans avoir son accord. Maintenant, pour la banque, c'est pas une super garantie quand même, le nantissement des titres. C'est juste pour vous embêter et dire
voilà, vous pourrez pas vendre ou donner ces titres sans notre accord parce que vous avez encore un financement en cours. Mais bon, quand même, si derrière, dans l'entreprise, vous cédez des actifs et que l'entreprise va bien, les titres, ils vaudront plus grand-chose non plus. Donc, c'est pour ça qu'ils vous demandent pratiquement systématiquement cette garantie de caution personnelle. Après, on a le risque opérationnel. Ouais. Donc, le risque opérationnel, c'est effectivement comment je vais reprendre l'équipe. Est-ce que j'ai le même mode de management que l'ancien dirigeant? Est-ce que je risque pas de perdre des clients parce qu'il y avait peut-être quelque part des liens d'amitié entre l'ancien dirigeant et le client, ou même des fois avec des fournisseurs. Donc là aussi, la dépendance du dirigeant. Souvent, on vous parle de fort intuitu personnel. Aujourd'hui, c'est le principal frein à la cession, ça. C'est-à-dire que le dirigeant, c'est l'homme orchestre. Et plus la société est petite, et plus il fait tout. Donc là, il faut en prendre conscience, d'accord? C'est un enjeu, en tout cas, sur la reprise. Exactement. Attention, quand on parle de risque, on n'est pas là pour vous effrayer, on est surtout là pour vous dire, pensez-y. Tenez en compte. C'est important qu'à un moment donné, vous preniez en compte que le dirigeant sur une structure sur laquelle vous allez être en capacité de pouvoir reprendre financièrement et techniquement, le dirigeant est souvent l'homme clé de l'entreprise. Et ça induit derrière des relations très fortes, comme tu viens de le souligner, avec les fournisseurs, avec les clients et avec les salariés. Voire avec les sous-traitants aussi. Voire avec les sous-traitants, les partenaires, oui. Et puis alors, tu me parlais également du risque émotionnel et familial, c'est-à-dire? C'est une aventure en fait. Il faut avoir un petit grain de folie. Moi, je dis toujours à mes repreneurs à l'IRCE, c'est comme le mariage ou les enfants. Enfin, si on y réfléchit trop et qu'on voit toutes les implications que ça peut avoir, des fois, on n'ose pas sauter le pas. Et la reprise d'entreprise, c'est un peu pareil. Et puis, on est isolé. Le chef d'entreprise, il est tout seul. Bon, même si vous avez une équipe, des cadres, etc. La prise de décision lui revient. La prise de décision lui revient. Donc, et puis, il y a du stress aussi. C'est pas comme quand vous êtes salarié, même si vous êtes cadre, vous avez beau être très très impliqué. Quand vous êtes en vacances, vous êtes en vacances a priori. Et oui, a priori. Mais bon, voilà, vous allez avoir peut-être mal dormir, être fatigué. Vous pouvez avoir également votre famille qui réagit pas bien. Donc c'est très important de l'impliquer dans votre projet de départ, à savoir est-ce que c'est vraiment un projet familial, parce que vous risquez d'être moins disponible pour votre famille, pour vos enfants. L'entreprise peut être peut-être un peu plus loin que ce que vous aviez envisagé, parce que si tout près de chez vous, on va dire un quart d'heure près à pied, ça vous aurez du mal à trouver. Ça peut être une difficulté. Ça peut être une difficulté. Ah oui, tout à fait. Très bien, on va passer sur le point 3 de ce qu'implique un projet de reprise. Et alors là, souvent sur Internet, j'ai vu « Reprenez en moins de 6 mois une entreprise, ne perdez pas de temps, agissez maintenant, c'est très rapide ». Et alors, dans la réalité, comme je vous l'ai dit, j'accompagne des repreneurs, notamment sur des parcours collectifs de formation à l'IRCE. Et bien souvent, la réalité dépasse la fiction. On est plutôt dans l'ordre de 12-18 mois en moyenne. Mais pour certains, je connais des repreneurs qui sont à l'IRCE, en tout cas qui nous tiennent au courant et qui recherchent depuis 3-4 ans. Ça, je ne vous le souhaite pas. Et effectivement, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Mais une réalité, c'est qu'il y a des étapes, des processus qui sont incontournables. Est-ce que tu veux en parler, Fabienne, justement? Oui, alors par exemple, toi tu dis 9 à 18 mois effectivement pour un repreneur. Sachez que nous, quand on prend par exemple un mandat de cession, la moyenne… C'est quoi un mandat de cession? C'est-à-dire quand un cédant… qu'on l'accompagne. À partir du moment où il prend sa décision et qu'une mandate pour l'accompagner, pour vendre son entreprise, la durée moyenne, c'est à peu près 14 mois. À partir du moment où il nous signe la mission et le jour où il touche son chèque. D'accord. Et donc, pour un repreneur qui, lui, ne te connaît pas forcément encore, ce qui est peu probable, mais s'il ne te connaît pas et que du coup, il tombe sur ton site internet ou une annonce que tu mets publiquement, parce qu'il y a le marché donc public, mais ou qu'il a entendu parler que tu accompagnes un cédant qui peut l'intéresser, ça fait peut-être 4-5 mois que le repreneur est en ordre de marche. Le cédant. Le repreneur, et le cédant, et le cédant aussi, donc fait, ça s'ajoute. Tout à fait. Puis les échelles de temps ne sont pas les mêmes pour les cédants que pour les repreneurs. Le cédant, il gère sa boîte en parallèle. C'est ça. Alors que le repreneur, on vous conseille en tout cas fortement d'être impliqué à 100% sur votre projet et de pas, on en parlera peut-être après, mais vraiment être, que ça soit un projet de reprise et que vous soyez
dessus à 100%, quoi. Donc, pour le sourcing, en fait, c'est pas si simple que ça. Vous avez toutes les annonces, mais en général, les annonces, c'est pas toujours les pépites du marché. Après, on peut en trouver, et elles restent pas longtemps, les bonnes, en général, d'accord? Si elles sont au prix et qu'elles sont bien structurées, bien organisées, l'annonce, elle reste pas longtemps. Nous, par exemple, chez Auralia, on va d'abord contacter des acquéreurs plutôt industriels ou des fonds d'investissement, et éventuellement ouvrir, mais de façon discrétionnaire, à des personnes physiques qui ont le profil adéquat et qui ont les moyens financiers pour accompagner. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller quand même chercher sur le marché caché, donc prospecter sur… C'est ce que tu me disais la dernière fois. Ça représente combien le marché caché du coup de nos entreprises qui sont pas publiques? On a mis 50%, mais c'est des fois beaucoup plus même. Donc, il faut aller prospecter, et puis il faut pas s'éparpiller. Il faut pas dire, je veux une belle boîte. Ça, on l'apporte après. Allez, alors je dis pas tout de suite. Et puis, même si vous avez trouvé votre pépite et que vous avez signé effectivement une LOI, donc une lettre d'intention, vous êtes qu'au début du process, parce qu'après, il y a encore les audits, il y a la recherche de financement, il y a l'intégration. Enfin, je veux dire, c'est pas… c'est assez long. C'est assez long. Donc, vous l'avez sur les slides. Donc, je le rappelle, le support de ce webinaire vous sera fourni quand vous aurez à scanner le QR code. Je le remettrai à la fin de la présentation. Rassurez-vous, vous pourrez rescanner ce QR code et je mettrai le lien directement du formulaire dans la chatroom. Mais sachez-le, il y a des phases clés. On vous les a notées ici et on en reparlera un peu plus tard. Ce qu'implique également un projet de reprise, c'est effectivement la prise de conscience de la réalité. Donc, vraiment être en prise avec la réalité, c'est la rémunération du repreneur. Je sais que parmi vous, il y a certainement, et puis certains me l'ont confié, d'être présents aujourd'hui, des cadres supérieurs de grands groupes qui ont justement une possibilité d'avoir une rémunération assez conséquente. C'est une réalité. Attention, quand vous allez devenir repreneur ou en tout cas dirigeant d'une entreprise qui n'aura pas, je dirais, la voilure de votre groupe, ce qui est normal par rapport justement à votre capacité de financement et de financer cette entreprise, ça va impacter la rémunération, votre rémunération. Oui, parce que souvent, on voit des cadres qui arrivent avec des salaires 8 000, 10 000 euros parce qu'ils sont dans des grosses structures internationales, etc. Déjà, une société, pour vous donner un ordre d'idée, ce que l'on voit en termes de rémunération, c'est les statistiques. Un commerce, c'est 1 800 à 2 000 euros et une TPE, c'est autour de 3 500 à 4 500. Alors après, je parle de toute petite société et vous allez me dire, ce n'est que le salaire affiché, c'est-à-dire le salaire qu'ils vont déclarer aux impôts. À côté de ça, l'entreprise, ils vont pouvoir faire passer leur voiture, leur mutuelle, des dépenses de déplacement, des choses comme ça. Donc il n'y a pas que ça. C'est vrai que la structure, si elle est rentable, permet effectivement d'assurer pas le train de vie du repreneur, mais en tout cas, il y a des frais qui sont des frais fonctionnels pour mener son entreprise, qui sont pris en charge par l'entreprise. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même la dette, c'est une dette stérile. La dette que vous allez contracter pour acheter. Voilà, on appelle ça la dette senior. C'est une dette stérile, elle sert à rien. Elle sert pas à recruter, elle sert pas à payer du matériel, elle sert pas à financer du développement international ou de la propriété intellectuelle. Donc, c'est juste pour payer le cédant, quoi. Donc, après, les banques, elles vont financer à peu près à hauteur de 70% de la CAF. D'accord, la capacité d'autofinancement, parce qu'elle se garde toujours une petite marge de sécurité si jamais le chiffre d'affaires venait à baisser au moment de la reprise. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, en tout cas les premières années, pour se payer de très, très gros salaires. Les premières années. Notez-le bien. Allez, on va passer maintenant à la conclusion de cette deuxième partie. Ce qu'implique un projet de reprise, vous l'aurez compris, reprendre un projet, c'est faut prendre, je dirais, la dimension de ce projet à sa juste valeur. Tout d'abord, ça implique aussi une façon de se rémunérer qui va être, comme on vient de l'aborder, très différente de si vous êtes salarié à l'heure actuelle, de ce que vous pouvez payer. Effectivement, il y aura peut-être un salaire très bas, mais la capacité peut-être de faire financer des frais on va dire, voisins à votre vie privée, qui vous soulageront au niveau, je dirais, de la gestion de votre budget familial.
le temps également nécessaire sur le projet et les étapes incontournables. Certains vous disent, alors ben moi j'ai repris en 6 mois, ça arrivera toujours. Vous en trouverez toujours des projets qui se sont conclus très rapidement. Et c'est assez spectaculaire, mais tout le monde n'est pas Usain Bolt. En tout cas, moi, quand je cours, je ne suis pas Usain Bolt. J'en ai eu 2 en 18 ans, de moins de 6 mois. 2 en 18 ans. C'est pas mal comme ratio. Hein, c'est pas beaucoup, hein, quand même. C'est un peu plus long en général. La dimension prise de risque également, ça c'est quelque chose, je dirais, plutôt d'intrinsèque, de prendre en considération pour vous par rapport à votre posture de professionnel, de personne entrepreneur, et c'est important de le prendre en compte. Mais je dirais dans sa dimension large, même lorsque vous créez ou que vous reprenez une entreprise, la dimension de devenir entrepreneur. Et puis, le dernier point, bien sûr, la nécessaire implication, votre nécessaire implication financière. Quand on vous dit que vous pouvez reprendre sans apport personnel, sans caution bancaire, en 6 mois et qu'en plus de ça, vous n'avez rien à faire, posez-vous sérieusement des questions dans le cadre de ces accompagnements. D'où l'importance, de bien se préparer et de se faire accompagner. Alors, effectivement, vous allez dire, la part belle quand même pour Fabienne et Romain, ce sont 2 professionnels qui accompagnent des repreneurs. Oui, effectivement, c'est une réalité. En revanche, pour vous le dire, moi, en termes d'expérience, j'accompagne des repreneurs qui deviennent adhérents du club des repreneurs. Je ne vous en parlerai pas cette fois-ci, mais en devenant un club des repreneurs, ils assistent gratuitement à des événements que j'organise, des rencontres, des workshops à venir. Très bien. En revanche, certains sont déjà adhérents depuis 2 ans et n'ont toujours pas repris et ne souhaitent pas se faire pour l'instant accompagner. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important, effectivement, à prendre en compte. Se faire accompagner, c'est pas uniquement simplement de la dépense gratuite. Non, c'est précieux pour, tout d'abord, premier point, bien structurer votre projet. Et qu'est-ce que ça veut dire, bien structurer son projet ? Là, si ça t'embête pas, je peux prendre la réponse, j'ai envie de le dire, vu que c'est moi qui l'ai préparé. Vas-y. Pour moi, c'est important que vous vous posez surtout 3 questions. La première, c'est combien de temps, vu qu'on a abordé la question du temps juste avant, dans ce que ça implique, c'est combien de temps je me donne par semaine, par mois et par an pour reprendre une entreprise. Pourquoi par semaine ? Tout simplement parce que si vous voulez vous faire accompagner ou si vous voulez vous lancer dans un projet de reprise, il va falloir prospecter, il va falloir chercher sur Internet les annonces, les évaluer, rencontrer éventuellement les cédants. Participer à des salons. À des rencontres de repreneurs ou de réseaux pour développer votre réseau, faire en sorte que vous soyez identifié comme un potentiel repreneur d'entreprise. Et ça, c'est important. Mais du coup, ça, vous ne pouvez pas le faire le soir, une fois que vos enfants sont couchés et que vous êtes enfin libre. Pas du tout. Ça va vous prendre 80, voire 100% de votre temps professionnel. Alors, je parle de temps professionnel, pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est pas non plus de laisser votre vie personnelle à côté, pas du tout. Mais c'est une réalité à prendre en compte lorsque vous vous lancez dans un projet professionnel. Il va falloir prendre en compte votre situation familiale, mais également votre activité professionnelle en cours. Beaucoup de repreneurs actuellement me posent la question, mais tu sais, moi en ce moment, j'ai une mission, tu sais, ça me prend que 3 jours par semaine, mais et puis de temps en temps, je dois partir à Bali parce que je dois aller voir mes clients ou à Singapour. Oula, je leur dis de suite, red flag, drapeau rouge pour les francophiles. C'est vraiment un problème de se dire, je vais pouvoir mener de front mes 2 vies professionnelles. À un moment donné, vous allez devoir vraiment basculer sur votre projet de reprise si vous voulez qu'il avance. Il y a un autre sujet quand même aussi, c'est que souvent, on parle du mythe de la femme au foyer, mais là, prenons l'exemple du monsieur qui décide de reprendre une entreprise. Genre la chatroom, s'il n'y a pas marqué hashtag MeToo. Non, c'est bon, il n'y a pas de hashtag MeToo. Et qui décide de reprendre une entreprise et qui qui est par exemple en rupture conventionnelle pour reprendre sa boîte. Et bien souvent, madame, elle va lui dire, tu peux pas aller chercher les enfants à 4h30 et est-ce que tu peux pas l'emmener mercredi chez le dentiste ? Enfin, grosso modo, vous voyez, ça va s'inverser. Donc, il faut bien prévenir votre famille que c'est un travail à temps plein. Oui, puis alors je profite effectivement de cet exemple pour vous rappeler que de plus en plus de femmes osent reprendre. Je vous encourage vivement à envisager la reprise d'entreprise. Mesdames,
Vraiment, pour vous engager là-dedans, c'est une voie et vous avez de plus en plus d'acteurs comme l'IRCE, mais d'autres également qui sont ravis de vous accompagner, mais au-delà de vous accompagner, vous soutenir et vous aider. Donc, ne négligez pas cette piste, c'est vraiment important et je serais ravi de le faire. Dans le parcours actuel de Objectif Reprendre, qui est le parcours de formation que l'IRCE propose pour accompagner les repreneurs, 50% de mes participants sont des participantes et j'en suis vraiment ravi. Allez-y. Deuxième point, deuxième question, de combien d'argent je dispose pour faire mon apport? Certes, on a parlé de l'apport financier indispensable, mais aussi pour vivre durant cette période. Car oui, si vous consacrez votre temps à 80-100% pour pouvoir devenir repreneur et faire avancer votre projet, ben à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir vivre sur, je dirais, soit votre trésorerie que vous avez à côté, parce que vous risquez de la, comme on dit vulgairement, la cramer, de la brûler très rapidement et de ne plus avoir l'apport nécessaire pour votre projet. Donc, vous pouvez compter, bien sûr, si vous démissionnez ou que vous quittez votre poste en rupture conventionnelle ou autre, du chômage, effectivement. Mais ce chômage, aujourd'hui, vous l'avez vu, il est assez chahuté et donc ça n'est pas, je dirais, quelque chose qui est indéfini. Donc faites attention à ça. L'apport, est-ce qu'il est bien calibré? Et derrière, si j'ai un apport qui n'est pas suffisant, est-ce que je peux lever de la love money? On en entend souvent parler. La love money, c'est quoi? C'est un prêt familial, un tonton qui a très bien réussi dans sa vie et qui dit, bah, OK, moi, je suis prêt à te prêter 50 000 euros. C'est un prêt. Ou rentrer au capital. Ou rentrer au capital comme investisseur passif, effectivement. Et après, pourquoi pas d'autres types d'investisseurs ou du crowdfunding également. On a abordé la question. Dernière question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis prêt à accepter les responsabilités d'un dirigeant? On l'a abordé juste avant, mais c'est une réalité. Posez-vous cette question. Toujours avoir à l'esprit, avoir ces responsabilités-là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous allez me dire, oh, non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Si, vous allez toujours, à tout moment, y penser. Et c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Ça n'est pas grave, même si vous êtes en vacances, vous y penserez quand même. Ça ne veut pas dire que vos vacances seront pourries et que ça va nuire à votre qualité de vie perso, mais il faut accepter quand même le jeu. Et dernière chose, c'est comment concilier aussi sa vision stratégique de dirigeant pour l'entreprise, mais également, si vous êtes sur une TPE avec 3 salariés, le quotidien du type, il n'y a plus de dosette de café, chef, comment on fait? Et devoir aller au petit casino d'à côté pour aller chercher vos fameuses dosettes de café. C'est ça aussi être dirigeant. Oui, ou celui qui est malade et qui devait aller poser une clim chez un client. Voilà. C'est exactement. Il n'y a pas que les dosettes de café. Parfois, ça peut être bien autre chose. Allez, les clés de réussite également et de l'accompagnement, c'est aussi bien calibrer sa prospection et ses cibles. C'est-à-dire ne pas viser trop serré uniquement ce que vous savez faire. Si vous avez été dans la construction, dans la rénovation du bâti tout corps d'état, de rester que là-dessus. Mais également ne pas avoir trop large. C'est-à-dire, vous avez une passion pour le macramé, pourquoi pas reprendre une entreprise, une mercerie. Attention, pas de fantasme du bon deal, soyez pragmatique. Mais alors, comment on peut tenir compte de la réalité du marché, Fabienne? En fait, il faut déjà bien déterminer son projet, les affinités, par exemple, on parle de compétences, en fonction de vos compétences, votre expérience. Vous pouvez très bien ne pas avoir d'expérience dans un secteur d'activité, mais avoir votre compagnon ou votre compagne qui en a et qui va venir avec vous dans le projet ou un associé. Effectivement, c'est dans les contraintes et appétences. Ouais, tout à fait. Fait partie. Et puis, sourcer des cibles qu'on va maîtriser. Alors, souvent dire oui, alors je ne veux pas viser trop haut parce que j'ai pas les sous pour. Mais à l'inverse, si vous visez une trop petite société, vous allez avoir besoin d'avoir des compétences techniques importantes pour remplacer le cédant qui s'en va. Parce que quand on est 3, fatalement, c'est souvent le dirigeant qui a ces compétences-là. Donc, puis la localisation aussi. Où est-ce qu'on cherche? Dans la région, par exemple, on a un secteur industriel, mais il est quand même assez ténu. On est plutôt sur des sociétés de services et autres. Donc, il faut monter un peu plus haut pour avoir des sociétés dans ces secteurs-là. Et puis, la réalité du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché en ce moment, c'est à peu près 4500 transactions de PME par an. On est bien loin des 70 000 entreprises à vendre, effectivement. Alors, ces chiffres, je ne les sors pas du chapeau. Hein. Vous avez sur
Epsilon Research, qui fait chaque année donc, une étude sur la transmission. Et sur les 4500, il y en a un quart, c'est de la transmission familiale. Donc, ça reste quoi, 3000 boîtes? Ouais, Alors, je parle de PME, je parle pas de TPE, hein, et je parle pas de multinationales non plus, d'accord? C'est des sociétés à taille humaine, on va dire, régionale. Voilà. Allez, on va aborder le troisième point pour avancer, s'il veut bien. S'entourer. Alors, c'est le deuxième point, mais trois, en fait, il y a eu une petite accroche. L'importance aussi de s'entourer intelligemment et dès le départ. J'ai vu bon nombre de repreneurs, ou en tout cas de candidats à la reprise, se lancer dans ces projets-là en se disant oh, c'est bon, j'ai vu des vidéos YouTube, j'ai mon beau-frère qui est expert comptable et ma belle-sœur, elle est avocat pas d'affaires, mais elle connaît un peu, elle pourra m'aider à faire ma LOI et de faire ma gap. Attention à ça, c'est votre crédibilité envers le cédant et les acteurs du M&A, donc les intermédiaires comme Fabienne par exemple, mais également des banquiers, c'est votre crédibilité qui est en jeu. Donc ne jouez pas à ça, s'il vous plaît. Et c'est pas une dépense en fait, c'est vraiment un investissement. Parce que, comme vient de le dire Romain, c'est votre crédibilité, mais c'est également votre assurance tout risque, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous êtes accompagné, vous allez pouvoir faire, il va y avoir des audits, il va y avoir du conseil, enfin, ça a un coût, mais c'est un investissement. Donc, il ne faut pas le négliger. Voilà, c'est la raison pour laquelle aussi on vous a mis le rôle des accompagnants et la raison pour laquelle il est important en tout cas, d'y penser et voire même de les solliciter très tôt dans votre réflexion de projet. N'oubliez pas, un premier rendez-vous n'est pas payant. Vous pouvez aller voir un avocat d'affaires, lui demander un point de vue. Ça sera pas long, il va pas vous accorder une matinée, mais en revanche, quelqu'un comme Fabienne sera ravi d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, vous aurez ses coordonnées, la possibilité de prendre rendez-vous à la fin de ce webinaire. Mais pensez-y, voilà, le premier rendez-vous est gratuit, faites-le. Ça vous donnera un esprit et vous direz, OK, je comprends, oui, on a le feeling, j'aime bien travailler avec cet expert comptable, il est pédagogue, ça va m'aider, c'est parfait. Très bien. On parle également de coaching ou de mentorat, d'accompagnement humain et stratégique de pilotage. Ça, effectivement, alors là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais l'IRCE propose ce type d'accompagnement et on est ravis de pouvoir vous aider à structurer votre pensée. C'est hyper important parce que bien souvent, quand on a envie de reprendre, on a envie de tout faire et de rien faire. Et justement, vous aider à canaliser et structurer votre pensée va vous aider à y voir clair et à vraiment prendre du recul sur votre capacité, votre envie et, je dirais, votre feuille de route. Un effet miroir. Et puis nous, on n'est pas votre compagnon ou vos enfants, donc on essaie d'être le plus objectif possible dans les échanges. Et gentil. Et gentil. Bienveillant. Mais objectif. Mais objectif. Voilà. Et dernier point, je dirais, qui est très important sur la reprise et les clés de réussite sur votre reprise, c'est l'humain au cœur du succès. Oui, parce que en fait, dans une négociation, c'est à peu près 80%, c'est la partie, on va dire, relations humaines. 20%, 30%, ça va être la partie technique. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours privilégier les bonnes relations que vous allez avoir avec votre cédant, parce que de ces relations dans la négociation en amont va dépendre la qualité de l'accompagnement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, la façon dont vous allez être accompagné et par qui, ça aussi a un impact sur le succès du projet. Complètement. Ouais. C'est vraiment un impact et c'est vraiment ce qui ressort, en tout cas, moi, des repreneurs que j'accompagne, c'est vraiment prépondérant. Et puis voilà, je vous ai donné quelques exemples de situations mal gérées et certaines situations ont été suggérées par l'expérience de Fabienne qui les a vécues en direct. Alors, pas qui sabote l'arrivée, mais par contre qui n'a pas envie d'être très impliqué après parce que la négociation était très tendue et qu'il a eu l'impression de se faire avoir, entre guillemets. Hein, donc, c'est pas un deal win-win. D'ailleurs, si vous avez un avocat qui commence à vous parler de la partie adverse, partez en courant. Hein. Ce n'est pas une partie adverse. Hein. C'est un énorme projet pour le cédant, un énorme projet pour vous. Donc, il faut un peu d'empathie et se mettre aussi à la place de l'autre. Et surtout, il faut que vos conseils soient dans ce même état d'esprit. Pas mieux. En conclusion de ce webinaire, puisque là, on s'approche de la fin, oui, la reprise, c'est une opportunité. Non, ce n'est pas l'Eldorado. Ça n'est pas du rêve, on ne vous vend pas du rêve et restez pragmatique. Oui,
reprendre. Pour moi, en tout cas, souvent on me dit, oh, la reprise, c'est un marathon. Mais un marathon encore, il y a un peu de faux plat de temps en temps, il y a une petite colline. Non, non, moi je vois pas ça comme un marathon, je vois ça plutôt comme un ultra trail. Si vous connaissez l'UTMB, l'ultra trail du Mont Blanc, ou la Diagonale des Fous à La Réunion, c'est ça la reprise. C'est des phases de calme, où il pleut, où c'est humide, où c'est sec. Vous traversez un désert, puis d'un coup vous avez une colline de 1000 mètres à grimper. Et oui, c'est un sprint. Et puis d'un coup vous vous relâchez, vous pouvez vous détendre. On a des crampes des fois aussi. On a des crampes, beaucoup. Il faut beaucoup boire, de l'eau. Mais voilà. Et en revanche, c'est ce que me disait Fabienne et ce que j'ai beaucoup aimé lorsqu'on a préparé ce webinaire, c'est que c'est quelque chose qui peut vous transformer votre vie, vous rendre éminemment heureux, à condition, bien sûr, d'être curieux, structuré, et je crois qu'on l'a bien assez dit, accompagné, et pas forcément que de nous, mais de nous, c'est mieux. Je plaisante. D'être résilient, soyez résilient, résistant au choc. Et c'est pour ça aussi que c'est important de vous faire accompagner, parce que l'accompagnement peut vous aider à ça et vous sortir de l'isolement. Et puis, bien sûr, restez positif. C'est super important parce que quand on s'est pris un ou deux refus de LOI et que ça fait 3 mois qu'on travaille dessus, c'est compliqué de repartir à nouveau sur un nouveau projet. Et surtout, n'ayez pas qu'un seul projet entre les mains. Il faut avoir plusieurs cartes. Très bien. Alors, comme le disait, voilà, on va aborder maintenant vos questions. Il nous reste 4 minutes, mais je pense qu'on va y aller assez rapidement. Alors, il y a Robin qui nous dit, selon votre expérience, quel est le montant en pourcentage de la valeur d'entreprise mis pour rassurer les banques? Je pense que c'est une question d'apport. Le montant on l'a dit d'apport. tout à l'heure, on disait à peu près un tiers. Un tiers. Un tiers, c'est à mon avis un minimum, sauf si on est en croissance externe, et sinon, ça peut aller des fois jusqu'à 50% sur des très grosses boîtes. Voilà. Après, on a eu aussi, lorsqu'on fait un montage de financement, vous avez l'opportunité de demander des financements avec des prêts d'honneur qui sont disponibles à taux zéro et qui peuvent permettre de faire un effet levier c'est-à-dire d'encourager un peu plus la banque à vous prêter et à prendre un peu plus de parts. Mais effectivement, 30%, c'est une moyenne. Quel est le pourcentage d'apport à l'avoir? C'est pareil. Fatima, tout dépend du contexte, mais un minimum, c'est Jean-François qui répond, pardon, un minimum de 20% est nécessaire. Alors oui, 20%, c'est vrai, Jean-François, vous avez raison. On a déjà vu ce type d'apport. En tout cas, ce pourcentage, ce ratio. Mais attention, c'est vraiment dans des conditions très particulières. Encore une fois, chaque dossier est vraiment unique. Donc, il ne faut pas ériger ça comme un dogme, le 20%, 30%, c'est une sécurité pour vous. Quelle est votre source pour le taux de... L'INSEE, mais c'était à 5 ans, les chiffres que je vous ai donnés. À 5 ans. J'ai plutôt des chiffres entre 80 et 90% d'après l'INSEE notamment. Alors, Florent, non, effectivement, c'est plutôt l'INSEE. C'est à 5 ans. À 5 ans, voilà. Pas à 3 ans. Pas à 3 ans, c'est pas pareil. Quelle est la différence entre la reprise d'une société avec les parts sociales et la reprise d'un fonds de commerce? Je parle ici de différences financières et commerciales. On le verra dans le cours de l'IRCE, ça peut-être, non? Parce que ça va être un peu juste en 2 minutes d'expliquer tout ça. C'est très complexe. La grosse différence, c'est le coût et les garanties, la garantie d'actifs et de passifs qu'on a quand on rachète des titres, parce qu'on reprend l'histoire de l'entreprise plutôt qu'un fonds de commerce où on rachète un actif de l'entreprise. D'accord. Et la reprise par 1 ou 2 salariés? Oui, de plus en plus ça se fait de plus en plus. Après, il y a souvent une question de problématique d'apport. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent des reprises progressives, mais on peut utiliser des plans d'épargne-action, etc. Donc, mettre en place une politique d'épargne salariale par l'actionnariat qui permet ensuite aux repreneurs de reprendre l'entreprise. Step by step. TPE égale entreprise de moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de CA. Merci Marie-Stella pour la précision. Effectivement, on a inclus dans les PME également les TPE. Combien de reprises concernent les TPE? Est-ce qu'on a un chiffre à peu près sur les moins de 2 millions d'euros? Je crois qu'ils ont entre 20 et 30 000, parce que ça, c'est les commerces. À vendre? Ouais. C'est difficile à définir, mais en passant plus au niveau des reprises, tout n'est pas officiel, c'est-à-dire tout n'est pas déclaré officiellement sur les reprises. Il y a que les fonds de commerce qui sont qu'on met donc sur un infogreffe. Sur infogreffe, d'accord. Le reste, on n'a pas d'informations en fait. On le sait par les statistiques qui ont été faites par la CEPAC, la Caisse d'épargne qui a fait une étude, par Epsilon Research, etc. Il y a la CCI de Paris qui avait fait aussi quelques études là-dessus. D'accord.
Les délais de durée d'une reprise dépendent de l'activité de l'entreprise. Pour un commerce, par exemple, les délais sont plus Bien courts qu'une sûr. reprise d'une TPE? Oui, les fonds de commerce, ça va beaucoup plus vite. Il y a moins de contraintes en termes de rédaction d'actes. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué aussi, notamment quand vous avez des contrats en cours, où là, il faut gérer qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui va être fait après, et la répartition du chiffre d'affaires qui va rentrer des fois dans la valorisation. Ok. Là, bon, c'était une affirmation de Jean-François qui disait il faut penser aussi au remboursement du compte courant si tel était le cas. Tout à fait. Effectivement. Ça fait partie des dettes. Donc, quand on travaille sur la valorisation, dans les dettes, on inclut également le compte courant d'associés des dirigeants qu'il faut rembourser parce que, comme il a déjà payé des impôts, il ne va pas vous le laisser. Ah, ben voilà. Recevrons-nous un replay uniquement si vous êtes sympa? C'est la seule condition. Et aussi parce que, effectivement, ça sera disponible sur Webique. Oui, bien sûr, vous recevrez un replay. Et est-ce que Madame Binet a le profil pour reprendre Madame Binet? On ne sait pas qui c'est Madame Binet. Madame Binet. Ouais, non, alors je ne connais pas, mais écoutez, voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Est-ce que malgré tout, il y avait de nouvelles questions? Après, s'ils remplissent le questionnaire, ils auront nos coordonnées, ils pourront nous les poser. D'accord. Et là, je vois une reprise d'entreprise en redressement. On en a parlé. Enfin, c'est pas à la barre, mais en redressement, c'est un peu compliqué parce que pour obtenir des financements, si vous avez une société qui est, par exemple, en sauvegarde, il est vraisemblable, sauf si vous êtes déjà une entreprise vous-même, que la banque ne vous octroie pas le financement. Oui, très bien. Dernière question que je vois. Alors, plus facile d'un point de vue juridique et délai, la reprise à la barre? Pas spécialement. Pas spécialement. Les cédants ont-ils des difficultés à trouver des acquéreurs? Ça dépend. Si c'est des fonds de commerce, oui, parce qu'en fait, le marché est inversé. Il y a plus de cédants que de repreneurs. Si ce sont des PME, non. La moyenne, c'est 10 acquéreurs pour une PME. D'accord. Bon, écoutez, très bien. Je vais juste vous passer les dernières informations, nos prochaines dates d'événements qui auront lieu. Donc, le 7 octobre, pour le webinaire Transmission et confidentialité animé par Fabienne Horace et Sandrine Clavier, avocate de Pint Avocat, qui sera là. Le 8 octobre à Aix, workshop piloter sa reprise avec des outils digitaux et l'IA. Ça fait partie je dirais, alors à Aix-en-Provence, parce qu'effectivement, nous sommes basés à Aix-en-Provence pour ceux qui sont un peu plus loin. Je vous donnerai des bonnes astuces. Ouais, alors venez pour ceux qui sont vraiment dans la région, ça va être un workshop immanquable. La rencontre du Club des repreneurs le 17 octobre à Marseille et vous avez toutes ces informations-là directement sur le QR code. Je vais vous partager juste après. Dernière chose, le parcours de formation, vous l'aurez dans le document également. Je ne vous le détaille pas parce qu'il faut qu'on accélère. Le fameux QR code que vous pouvez scanner dès maintenant. À quoi vous accédez avec ce QR code? À une page où vous avez différents liens. Le premier, c'est le questionnaire à remplir pour obtenir ce support, mais également quelques surprises. En dessous, vous avez les dates et les liens pour directement vous inscrire aux événements. Et puis tout en bas, vous avez deux liens pour prendre des rendez-vous directement avec moi ou avec Fabienne pour que, effectivement, vous nous posiez d'autres questions. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement de Fabienne ou le mien, on est à votre disposition et à votre écoute. Et alors là, à chaque fois, je vous parlais de surprise depuis le début. Alors la surprise, merci Fabienne. Fabienne vous met à disposition 2 agents ChatGPT. Alors vous allez me dire 2 agents, mais c'est quoi? C'est en fait des mini ChatGPT ou des assistants. Tiens, je te laisse Fabienne l'expliquer. C'est des GPTs, comme on dit. Donc le premier va reprendre un peu tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire en 40 questions, vous allez évaluer votre profil de repreneur, savoir si vous êtes fait pour la reprise ou peut-être plus pour la création. On vous donnera également le GPT que donc j'ai éduqué, on va dire. Je lui ai donné plein d'informations. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour et de bienveillance, va vous aider peut-être à être plus résilient, appréhender le risque, etc. Mieux vous connaître pour savoir si vous êtes repreneur. Le deuxième, c'est cible repreneur. Ça, c'est un GPT. Franchement, il est hallucinant. Donc, voilà. Franchement, c'est l'équivalent d'un entretien de 2 heures avec un consultant M&A. C'est-à-dire qu'il va dresser votre profil en fonction de plein de questions, votre historique, votre expérience, etc. Vous recevrez 3 secteurs d'activité qui correspondent à votre profil. Vous en choisirez un. Il vous fera l'étude de marché avec tous les points de vigilance pour ce secteur d'activité en tant que repreneur. Et même à la fin, cerise sur le gâteau, vous aurez une dizaine de cibles qui correspondent et
il vous préparera votre profil de repreneur que vous pourrez envoyer. On va même jusqu'à vous proposer un courrier d'approche et un pitch pour vous présenter. Limite, il parle pour toi auprès du cédant et il te Non, faut pas faire ça. Non, quand même pas. Non, Allez, je vous redonne et le Dealmaker QR code. aussi. Oui. Alors, je vous redonne le QR code. Rescannez-le si vous ne l'avez pas déjà fait. Et donc, Dealmaker qui entre aussi, qui vient de faire une closing room, c'est-à-dire vous allez pouvoir y déposer votre profil de repreneur, également comme vous le faites sur Fusac, vous pouvez le donner à l'IRCE si vous êtes dans la région aussi. Et puis après, quand vous aurez trouvé votre pépite et que vous aurez les fichiers des écritures comptables, Dealmaker, c'est un super outil pour pouvoir faire l'analyse, la valorisation également, et des prévisionnels, enfin, c'est au top. Qu'on soit repreneur, expert comptable, cabinet d'audit, c'est un super outil. Bon. Merci Fabienne, en tout cas d'être intervenue aujourd'hui, d'avoir préparé ce webinaire, ça a été un vrai plaisir. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures très prochainement. J'espère que vous avez scanné ce QR code et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous recontacter sur les réseaux sociaux où nous sommes. Tu remets le QR code? C'est top. Voilà. Et vous aurez toutes les informations dessus en remplissant, bien entendu, le fameux formulaire. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci.